C'était vraiment très intéressant. Bon voilà, ça c'est fait. Lol. Hello, c'est Jim. On est le 16 mai 2024, il est 4h30. Bon, voilà, ça c'est fait. On a eu droit donc à ces 2 belles journées de News Echo avec donc le corps PPI, le corps CPI. Alors, on va les voir un petit peu. En ce qui concerne les prix à la production, on voit que là les résultats sont pas ouf. Et c'est un petit peu normal vu le prix des matières premières notamment. Par contre, paradoxalement, on voit que l'indice de l'inflation, il est légèrement meilleur que ce qui était annoncé, enfin, que ce qui était anticipé. Donc il était à 0,4 et là il est passé à 0,3. Alors, bon après, il faut se calmer parce que faut pas oublier que dans cet indice n'est pas compris le prix de l'énergie et de l'alimentation. C'est pour ça que je disais un peu lol, parce qu'il faut quand même pas déconner. Voilà où on en est sur le Brent. Je pense qu'à un moment donné, ça risque peut-être de piquer un peu les genoux. Elle est jolie, hein, belle compression ici. Donc bon, il y a un moment donné, là, il va se passer quelque chose. Moi, je vois pas, j'imagine pas le prix du baril descendre sous les 65 $. Par contre, d'aller faire un tour par ici, probablement au-dessus des 100 $, ça par contre, ça m'étonnerait pas du tout. Et si je regarde le prix des matières premières, alors moi, je regarde souvent un ETF, voilà, celui-ci notamment, Conf. Bon, là, on voit qu'on est en train de s'extraire là, ici d'une conso qui dure depuis 2022. Voilà, on avait évidemment, avec le Covid, on a eu ça, tout ça, ça avait vraiment explosé, hein, et puis après, ça s'était un petit peu tassé. Et là, on voit ici qu'on a, là, je suis en daily, on a un changement de caractère là qui est acté au franchissement ici de cette zone. Et donc, alors Conf, c'est un ETF c'est un panier hein, qui intègre notamment beaucoup de matières premières, beaucoup de commodités. Si je regarde, alors ça, c'est un ETF qui comprend beaucoup de contrats futurs sur la nourriture. Et ici, sur les matières agricoles, voilà, on voit ici, hein, là je suis en daily, on est en train de former une structure qui est plutôt haussière. Bon, je suis désolé pour ma voix, mais là ça s'arrange pas. J'espère que je vais pouvoir faire la vidéo en entier sans que ma voix parte en cacahuète, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va retourner voir le dollar, parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder en l'occurrence. Hein. Donc, il y a quelques jours, je vous avais dit que je pensais qu'on allait revenir sous les 105 points, mais non seulement on est revenu sous les 105 points, mais on est même venu titiller sous les 104 points. Je vais passer en 1 heure. Pas tout à fait, presque. Hein, on est arrivé à 104 0,80. Bon, on n'en est pas loin. Et, oh magie, où est-ce qu'on se retrouve garé dans cette imbalance ici, en H1, dont je vous parle quand même depuis un moment. Et pour l'instant, l'indice, là, on voit qu'il réagit en bas de cette imbalance. Donc moi, mon biais depuis un petit moment, hein, c'est qu'on risque de se retrouver à consolider, je pense, un certain temps dans cette zone. Alors après, évident qu'on peut très bien aller glisser quelques cartouches plus bas, ou voire réintégrer, pourquoi pas, l'équilibrium de ce range-là dans lequel on est contraint depuis avril 2024. Il est évident que ça a eu un impact sur les riscons, hein, et là on va aller regarder, notamment sur le gold, où là on revient titiller les 2400 $. Là c'est sur le contrat CFD, hein, mais si je vais sur les contrats futurs, voilà, on est même au-dessus des 2400 $. Enfin, on est passé au-dessus des 2400 $. Donc là, on voit bien que on a le prix du gold qui a réagi, tiens donc, pile poil sur la zone des 50% de gain. Et si on fait remonter ça à cette surface d'accumulation, le prix, il a réagi sur son premier arrêt, à peu près, à voilà. Donc là, on a ici quelque chose qui ressemble quand même très fortement à une figure de continuation. Et si je devais faire quelques prospectives, on arrive à des projections qui sont assez vertigineuses en fait. Hein. Et du coup, si j'applique une déviation standard, qui est donc le nombre d'or, 1,618, on se retrouve avec prix de l'or sur les 3000 $. C'est vrai que c'est des chiffres qu'on commence à entendre un petit peu à droite à gauche, mais voilà, en tout cas, si j'applique vraiment une déviation standard appliquée à la tendance qu'on peut observer sur le gold, voilà, on se retrouve sur les 3000 $. Bon, chaque chose en son temps, parce que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour le gold. On va quand même regarder un petit peu sur les indices. Nouvelle ATH sur le SP500. Si j'applique la même méthode de projection sur le SP500, on se retrouve avec un indice qui viendrait titiller les 6000 points. Donc là, on a passé les 5300 points, ce qui est assez incroyable, hein, vu le contexte économique. Faut pas oublier que là, on sort d'un quantitative tightening et d'un QT, hein, et qu'on a, notamment par le truchement du rachat de bonds, qui est en fait un quantitative easing déguisé, on se retrouve avec une expansion monétaire. Donc on retrouve ça ici. Hein. Donc nouvelle ATH pour le SP500, pour le Nasdaq, pour le Dow Jones, là à mon avis c'est une question d'heures ou de jours.
Je pense que c'est une question d'heure. On n'en est vraiment pas loin. Dans ce cas-là, évidemment, on regarde la tendance, hein, mais on va aussi regarder ce que ce mouvement impulsif a laissé derrière lui et on peut également observer ce qui s'est passé par le passé à chaque fois, après chaque mouvement impulsif. Hein, on a toujours à un moment donné des corrections et on sait ce que ces corrections viennent retravailler en règle générale, ce sont les inefficiences. Donc ici, on voit qu'on est sorti de cette zone de liquidité interne pour attaquer maintenant une zone externe de liquidité qui est ici. Donc à un moment donné, il faut s'attendre à ce que ces zones ici soient retestées. À quel moment, on ne sait pas, mais on voit que c'est toujours à peu près le cas. Hein. Chaque fois qu'on a des zones comme ça d'inefficience qui sont créées, en règle générale, elles sont retravaillées avec plus ou moins de profondeur, sans que ça vienne entamer la tendance de fond. Donc ces corrections, elles peuvent être ici de 2%, ici, voilà, c'est un peu plus massif, hein, 6% ici, voire même, on le voit ici, correction beaucoup plus profonde, et plus longue forcément, hein, ici de presque 11%. Donc ça c'est dans l'action du prix, hein, dans l'ADN de l'action du prix, c'est qu'à un moment donné, alors, je ne sais pas quand, hein, mais à un moment donné, voilà, on a ici des zones là qui seront probablement retestées, et peut-être pas forcément dans très longtemps d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, hein, lorsqu'on se retrouve comme ça sur un mouvement massif, en fait on n'est pas en train de louper un train, hein, parce que des trains, vous voyez, le train il est toujours en marche. Surtout sur des indices dont la vocation, a priori, si vous regardez le Nasdaq, c'est d'aller plus haut. Pourquoi ? Parce que c'est un indice qui regroupe alors ici les 100 premières valeurs de l'économie américaine et ici les 500 premières valeurs de l'économie américaine. Donc une compagnie dont les résultats sont mauvais va sortir de cet indice et va laisser rentrer une compagnie qui a des résultats qui commencent à devenir assez bons pour participer à la fête, on va dire. Donc c'est dans la vocation, dans l'ADN de ces indices, d'être à la hausse. Ce qui empêche évidemment des corrections, mais voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est très très dur de battre un indice, parce que c'est que les champions en fait, hein, de l'économie américaine qui y figurent. Donc voilà, on en est en tout cas, on voit ici sur le SP500 qu'on est sorti de cette large zone de consolidation par le haut, qu'on a ici un mouvement impulsif, et donc comme souvent, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en sortie d'un mouvement impulsif ? C'est une consolidation, et après, si on doit avoir une continuation, on aura un mouvement correctif qui sera plus ou moins violent. Ça peut prendre la forme d'une mèche comme ça peut prendre la forme d'un travail de quelques heures à l'occasion d'un stress du marché, et hop, après c'est pour aller plus haut. Donc je pense que vous mesurez maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, pourquoi est-ce que j'arrête pas de vous dire qu'il faut pas s'engager, notamment lorsqu'on a un tir groupé comme ça de news écho très impactantes comme le Core PPI ou le Core CPI. Vous voyez ici ce qui s'est passé. Consolidation, ici on a eu quand même une mèche qui a dû sortir pas mal de monde, là de presque 1%, ce qui est quand même beaucoup pour un indice. Hein. Et ensuite on a eu un mouvement comme ça très impulsif. On a eu la même chose sur le Nasdaq et bien évidemment on a eu la même chose sur Bitcoin. Alors voilà ce qui s'est passé. Ici on voit qu'on a eu un petit retest là de cette zone d'inefficience. Et après, un mouvement très impulsif. Alors c'est sûr que ceux qui étaient engagés sur du swing, sur le spot, je vous avais indiqué, je vous avais montré mes entrées. Hein. Moi j'avais eu une entrée ici à 61,050. J'étais rentré ici sur le retest de ce breaker en H1. Donc normalement vos positions swing en spot, elles peuvent se prendre un petit coup derrière la nuque, mais normalement elles ne sont pas impactées par ce genre de news echo, surtout si vous êtes placé au bon moment. Mais après, il ne faut pas oublier que l'action du prix, lors de telles journées, ne fait à peu près rien que de ce qu'on peut anticiper. Et c'est vrai que hier, j'en ai vu beaucoup qui ont commencé à engager des trades intraday juste après l'annonce du Core CPI. Et il y en a quand même pas mal pour qui, il y en a pour qui ça s'est bien passé, mais c'est un peu de la chance en fait, hein, parce que si après je vais voir en 5 minutes l'action du prix, d'autant plus si on se met en 1 minute, il y a un peu comment ça balaye dans tous les sens. Donc tout ça, c'est des mouvements qui sont quand même assez compliqués à anticiper. Moi, ça me paraît beaucoup de risques pour pas grand-chose en fait, et je pense qu'il faut laisser passer un petit peu laisser un petit peu retomber la poussière. Et une fois que la poussière est retombée, on commence à y voir un petit peu plus clair et on va commencer à pouvoir se faire de nouvelles marques sur ce qu'on est en droit de s'attendre du prix maintenant que l'action c'est un petit peu tassé. On voit ici qu'on est sorti de ce gros range là dans lequel on était contraint quand même depuis début mai. On était contraint dans ce range ici qui correspondait à cette bougie
weekly. Et on voit que ça s'est finalement terminé par une résolution par le haut. Et voilà ce qu'on a maintenant. En daily, on va se retrouver avec un nouveau range que moi je vais marquer. Parce que, voilà, pour l'instant, moi, le range que je vais indiquer, parce que il n'est pas rare qu'on vienne retester, voilà, en sortie comme ça de compression daily, qu'on vienne retester le milieu du range. Donc, ce qui nous ferait autour des 63 000, 63 000, 64 000 $, ça serait pas du tout déconnant. Donc ça, c'est les nouvelles marques que je vais me noter. Et ce serait pas du tout déconnant qu'on vienne notamment retester le sommet là, de ces 3 retests, de cette zone d'equal high, qui nous amènerait sur les 63 400. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais de toute façon, on sait bien maintenant ce qui arrive comme ça aux zones d'inefficience, qui sont probablement des zones... Alors, je ne sais pas si elles sont impulsives, mais je pense qu'elles le sont. Oui, on voit ici qu'on a une bougie vectorielle là, en H4. En règle générale, ces bougies vectorielles, elles sont retestées. Donc voilà, pour ceux qui ont vu partir le prix hier et qui se sont précipités de rentrer en position, il faut bien vous dire que en fait, vous n'êtes pas en train de laisser partir le train. Le train, il va certainement revenir prendre des voyageurs dans cette zone. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas non plus exclure que ce mouvement-là soit une déviation pour ensuite venir retester plus bas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, là, ce qu'on peut observer ici, c'est un changement de caractère. Et en règle générale, un changement de caractère, quand on l'analyse après coup, il prend souvent cette forme et on vient retester cette zone pour après continuer une tendance. D'accord ? Et donc là, ce serait pas du tout déconnant qu'on vienne ici retester là le milieu de ce range-là, et notamment cette zone ici. On a une belle confluence, hein, ici, 50% de gain de la bougie daily, cette zone ici de relative equal high, et bougie vectorielle, et zone d'imbalance ici. D'autant qu'il va à un moment falloir calmer les ardeurs de ceux qui se sont positionnés ici un petit peu n'importe comment, en gros levier, en disant que c'était peut-être l'opportunité de leur vie. C'est probablement l'opportunité de se faire sortir de façon pas très agréable, je pense. Donc, moi, en ce qui me concerne, bon, après, je dis pas que j'ai forcément raison d'appliquer cette stratégie, mais moi, j'ai pas fait d'intraday, moi, ces 2 derniers jours. Hein. J'ai fait un peu de paper sur les London, parce que, bon, assez souvent, même en période de zone de news echo, comme ça, il y a souvent des petites accalmies sur la London, et bon, des fois, il y a des choses qu'on peut faire. Par contre, ce qui est évident, c'est que les positions de swing que j'avais engagées sur les zones que je vous avais indiquées déjà il y a un petit moment, moi j'ai commencé à prendre des profits. Alors évidemment, j'ai pris des profits ici dans cette zone, et j'ai pris des profits aussi sur le haut de cet ancien range, ici à 65 500. Voilà, j'ai pris des profits à cet endroit. Donc j'espère que de votre côté, vous avez pensé à le faire. Hein. Donc autant on a pu voir un mouvement très impulsif sur Bitcoin, autant pour l'instant, les alts, ça n'a pas été aussi impulsif. Hein. On voit que pour l'instant, Ethereum, il n'est pas venu... Alors, il est venu prendre une liquidité interne ici, donc un sommet intermédiaire, un low resistance liquidity ici, mais que pour l'instant, on est encore dans le registre du plus bas sommet. Et c'est quelque chose qu'on peut observer sur beaucoup d'alts, sur XRP, sur AVAX. Alors, Phantom, il a l'air de réagir... un peu comme Bitcoin, il est en train ici de réintégrer, à mon avis, cette zone. Shiba, pour l'instant, il réintègre cette trendline ici. Voilà, on voit que là, en termes de momentum, on voit bien que, si je le fais passer comme ça, voilà, pour l'instant, on peut pas tout à fait encore parler de changement de caractère, en tout cas, alors en 4 heures, oui, mais si je mets en daily, voilà, on voit qu'on est en train de franchir ici cette trendline là. Donc ça, c'est un indicateur de momentum. C'est évidemment pas quelque chose que je vais utiliser pour trader, mais en tout cas, c'est pas aussi impulsif que sur Bitcoin. Solana également est en train là de venir retester une zone d'imbalance daily. Et là, on peut parler de changement de caractère. Donc on voit bien que Solana, il est en train de reprendre plus de force que Ethereum par exemple. Tron, pour l'instant, je reste engagé ici sur le trade que j'avais partagé avec vous. Hein. Il est en train, là, il avait commencé à consolider ici, là, dans le haut de cette zone, et qu'il est en train il semble vouloir reprendre ici sa trend haussière. Donc, pour l'instant, moi, j'ai gardé ses ordres ici. Voilà. On voit que Link, pour l'instant, en tout cas, en H4, il reste ici, dans une trend qui est baissière, même si on a eu ici un mouvement impulsif. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore on peut pas vraiment ici parler de changement de caractère, on pourra parler de changement de caractère, on pourra commencer à en parler ici au franchissement des 14 $. Pareil pour Mana, BNB pour l'instant il reste dans ce range dans une compression ici. Voilà, bon, je vais pas toutes les passer en revue, mais pour l'instant on voit bien que Bitcoin, on voit bien que ici Bitcoin il confirme sa dominance. Hein.
Là, c'est assez évident. Alors après, la leçon qu'on peut tirer de tout ça, bah, ça va dépendre un petit peu de votre profil. Profil, on peut en avoir plusieurs. Moi, c'est mon cas. J'ai à la fois des swings sur des stocks, sur des ETF, même sur certaines cryptos. Et puis après, au quotidien, j'ai plutôt un profil de day trader. Alors, la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que lorsqu'on a un profil de swing, bah, il faut avoir aussi des attentes temporelles qui correspondent à ce profil-là. Et souvent, ce que ça veut dire, c'est que ça implique de la patience. De la patience et puis un petit peu de conviction. Vous voyez que ici, là, on était quand même dans une zone un peu, c'est vrai qui n'était pas très confortable, hein, parce qu'on était sorti là quand même d'un mouvement impulsif baissier quand même assez conséquent. Si on part ici de cette mèche, on s'est pris du 8% quand même hein, de baisse. Donc même sur une crypto, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir quand même des convictions et puis évidemment des connaissances en price action pour se dire je vais me positionner ici. Donc ça restait une hypothèse qui évidemment pouvait être invalidée. Et ensuite, une fois que cette hypothèse ici, en tout cas cette zone de prix nous était offerte, en tant que swing trader, il fallait également avoir des convictions pour, à l'occasion de cette jambe baissière ici, se dire je reste en position, parce que là on s'est quand même pris pareil un mouvement de presque 4% à la baisse, je reste en position parce que moi mon invalidation, en l'occurrence mon invalidation, elle était sous cette mèche. Elle était ici dans la zone des 58 000. Donc pour moi, et en plus c'était du stop mental, c'était pas du stop, du hard stop, parce que j'ai bien conscience que sur Bitcoin on peut avoir ce genre de mèche. Vous voyez, et c'est un peu dommage de se faire sortir sur une mèche, alors que en termes de tendance, en termes de biais, on avait raison. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il fallait quand même avoir des convictions, et il fallait aussi avoir des convictions en son plan pour en sortir comme ça d'un flux haussier, se dire je fais ce que j'ai prévu, et ici sur les 65 500, je fais ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je prends des profits. Parce que c'est sûr que c'est toujours tentant de se dire non, ça va aller plus haut, ça va aller ici, ça va probablement y aller, mais en fait un plan c'est un plan, et il faut le respecter. Donc ça c'est une chose. Là on parle des swing traders. Par contre, l'enseignement qu'on peut également en tirer, c'est en tant que trader intraday, voire même en tant que scalper, vous voyez bien ce que le prix il a fait. Hein. Il a fait du yo-yo, et régulièrement il est venu sortir les impatients ou les incrédules. Donc les impatients, ceux qui voulaient absolument participer à la fête avec du levier, et ce qui se positionnaient sur des flux haussiers comme ça, et qui se sont régulièrement fait sortir par ce genre de mèche. On les voit bien. Donc là, vous voyez ici, donc ça c'était mardi, et toute la journée de mercredi, vous voyez ce que le prix il a fait. Il a fait du yo-yo. Ce qui fait que moi en tout cas, en tant que trader intraday, je me suis assis sur mes mains, mais par contre j'ai observé le prix. Et là maintenant on arrive dans une fenêtre temporelle, donc là sur jeudi et vendredi, où là je vais pouvoir commencer à regarder ce que l'action du prix peut me proposer comme setup. Et je pense qu'on va avoir certainement de belles opportunités. Alors en tant que swing trader, pour éventuellement essayer de raccrocher le train sur des zones de prix qui peuvent être intéressantes, et en tant que scalper, trader intraday, essayer de regarder un peu, pourquoi pas, les zones d'inefficience que le prix a laissé derrière lui, et les endroits où on va éventuellement, pourquoi pas, se mettre soit à la vente, soit à l'achat sur des positions court terme. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Évidemment, je vous encourage, comme à chaque fois, à venir nous rejoindre, parce que on est vraiment en train là on chasse un petit peu en meute. Hein. C'est-à-dire qu'on partage quand même pas mal de positions dans le Discord. Voilà, ici on est sur le salon VIP, et il y a quand même pas mal de positions qui sont partagées par moi et par d'autres, hein, également par d'autres profs aussi. Donc c'est assez quali ce qui se passe, et on est en train également de tester pas mal de setup. On fait du paper, certains aussi engagent de l'argent réel. Donc si vous voulez venir participer un peu à cette effervescence qui peut y avoir là dans le salon VIP, parce qu'on est de plus en plus nombreux, venez nous rejoindre, c'est gratuit, c'est assez simple, je vous mets le lien en description. Eh bien, bonne journée.